On entame aujourd'hui le protocole DHCP, donc c'est un protocole qui est très utilisé au niveau des réseaux IP, des réseaux locaux, et c'est aussi une des notions à apprendre lorsqu'on fait les réseaux IP de base. Avant de commencer bien sûr à le définir et à expliquer son fonctionnement et l'objectif derrière son utilisation, on débute par une brève introduction. Comme à notre guise, on a toujours ce réseau local constitué de 4 équipements terminaux et un commutateur. Donc les 4 équipements terminaux de PC1 jusqu'à PC4 sont reliés au commutateur pour former une topologie en étoile. Maintenant, ce qu'on veut au niveau de ce réseau local aujourd'hui, on veut que les 4 équipements terminaux se voient attribuer une configuration réseau complète. Quand on parle d'une configuration réseau, on évoque l'adresse IP, le masque, l'adresse de passerelle par défaut et l'adresse d'un serveur DNS. Donc si un PC possède une configuration réseau complète, ce dernier pourra communiquer au niveau du réseau. S'il ne possède pas la configuration réseau, il ne pourra pas émettre des messages ou bien recevoir des messages parce qu'il n'aura pas une identité au niveau du réseau. Alors la solution, c'est d'ouvrir panneau de configuration, aller à paramètres concernant la connexion, cliquer sur la carte réseau de l'équipement terminaux, aller à protocole TCP/IP, donc là c'est soit version 4 soit version 6, donc tout dépend aussi le système d'exploitation au niveau de l'équipement terminal. Il faut savoir qu'au niveau des systèmes d'exploitation anciens du style XP, il n'y a pas la pile protocolaire TCP/IP v6. À partir de Windows 7, nous avons un dual stack, donc on a les deux piles protocolaires qui sont présentes au niveau de l'équipement terminal, et donc on peut configurer aussi bien une adresse IP v4 qu'une adresse IP v6. Pour le cours d'aujourd'hui, on va se limiter au protocole IPv4. Et donc, si on ouvre protocole TCP/IP v4, on aura des formulaires à remplir, entre autres la saisie de l'adresse IP v4, la saisie du masque, la saisie de la passerelle par défaut et la saisie de l'adresse du serveur DNS. Il faut faire ça au niveau des 4 PC. Donc on ouvre ces fenêtres au niveau des 4 PC, et si par exemple on opte pour un réseau logique du style 192.168.1.0/24, veut dire qu'on va attribuer à nos équipements terminaux des adresses IP figurant au niveau de la plage de ce réseau logique, c'est-à-dire de 1.1 jusqu'à 1.254 au maximum. Donc là c'est ce qu'on appelle un adressage statique ou bien un IP fixe, c'est-à-dire qu'on va donner des adresses statiques à nos équipements terminaux. Donc pour PC1 par exemple, on va lui donner l'adresse 1.1 avec un masque /24 avec une adresse de passerelle 1.254, sachant que l'adresse du routeur, si les PC sont censés communiquer avec d'autres réseaux locaux et s'ils sont branchés à un routeur, l'interface du routeur doit posséder cette adresse IP. Pour le serveur DNS, là on peut faire comme on veut. Donc si on a au niveau du réseau local un serveur DNS, là on va saisir l'adresse du serveur DNS. Sinon on peut opter pour un serveur DNS public, donc comme celui-ci. Donc 4x8, c'est le serveur DNS de Google par exemple. On fait la même chose pour PC2, donc 1.2, masque /24, 1.254 comme adresse de passerelle par défaut, et 4x8 pour l'adresse du serveur DNS. Même chose pour le PC3, il y aura juste l'adresse IP v4 qui va changer, donc ça sera 1.3. A noter que les adresses IP au niveau d'un réseau local doivent être uniques, et 1.4 pour PC4. Donc voilà la solution pour laquelle on peut opter, c'est-à-dire configurer de manière statique tous les PC, tous les équipements terminaux du réseau local, bien sûr en faisant attention à ne pas se tromper, et aussi à proposer des adresses IP avec une partie réseau identique au niveau de tous les PC du réseau local. Alors la problématique à laquelle on peut se voir faire face, c'est par exemple lorsqu'on a un réseau local qui est constitué non pas de 4 équipements terminaux, mais voire de 250 équipements par exemple. Donc si on avait par exemple 250 PC, on aurait à configurer 250 fois les PC de la même manière. Donc on aura une saisie de la configuration réseau complète 250 fois. Et ça c'est un peu redondant, et aussi ça peut
on peut par exemple commettre des erreurs. Donc par exemple, au lieu de saisir l'adresse de passerelle par défaut 1.254, on peut par exemple saisir 1.54. On peut par exemple se tromper au niveau des plages d'adresse, des masques, etc. Et donc ce n'est pas une solution assez convaincante. Pourquoi? Parce que dès qu'on a un certain nombre d'équipements terminaux au niveau du réseau local, donc quand ça commence à être un peu nombreux, là la solution proposée n'est pas vraiment convaincante. La solution à privilégier dans le cas où on a un réseau local constitué de beaucoup d'équipements terminaux serait d'automatiser justement cette saisie de configuration réseau, c'est-à-dire rendre la saisie au niveau des formulaires, au niveau des PC, automatique, ou bien opter pour ce qu'on appelle un adressage dynamique. Et donc la solution serait d'ajouter ce qu'on appelle un serveur DHCP physique. Donc un serveur DHCP, c'est un équipement de niveau 3 ou plus, où le protocole DHCP est configuré et activé. Donc la première étape de notre solution, c'est d'abord d'ajouter un serveur DHCP physique au niveau du réseau local, et ensuite configurer le protocole DHCP au niveau de ce serveur physique. Alors, maintenant au niveau des formulaires, donc il n'y a pas uniquement cette saisie statique, il y a en principe, il y a, si on veut, des cases à cocher. Donc si on opte pour un adressage statique, là ça sera une saisie manuelle. Par contre, si on opte pour un adressage dynamique, donc les formulaires au niveau de la fenêtre ne seront pas saisis de manière manuelle, mais seront remplis de manière automatique. Par exemple, regardez, quand je coche sur adressage dynamique, il y aura l'apparition de ces informations de manière automatique, sans que j'intervienne. Déjà, les formulaires seraient grisés aussi, donc on n'a pas la possibilité, par exemple, de les changer. Donc, de 1.1 jusqu'à 1.250, là, au niveau des terminaux, il suffit juste de cocher la case adressage dynamique pour recevoir une configuration réseau complète de la part justement du serveur DHCP. Alors, avant d'entamer les étapes de la solution et les expliquer, on va d'abord expliquer ou bien définir le protocole DHCP. Donc DHCP pour Dynamic Host Configuration Protocol. Donc c'est un protocole de configuration DOT dynamique. C'est un protocole de niveau 7 selon le modèle OSI ou bien de couche application selon le modèle TCP/IP. Donc c'est un protocole applicatif. Il a été créé en 1993 par un des groupes de l'IETF. Donc il faut savoir que l'IETF est un organisme qui émet des RFC concernant les protocoles en relation avec le réseau Internet. Pour DHCP, c'est un protocole qui permet d'attribuer une configuration réseau complète à un équipement de manière automatique. Donc la configuration réseau serait l'attribution de l'adresse IP, du masque, de l'adresse de la passerelle, de l'adresse du serveur DNS. Parfois, il y a aussi, où on saisit aussi l'adresse IP d'un serveur DNS auxiliaire. Donc il y a 2 serveurs DNS. Ensuite, il y a aussi une information qui est le BY. On va l'expliquer juste après. Alors, pour la configuration réseau, c'est l'adresse IP, le masque, l'adresse de la passerelle par défaut et l'adresse du serveur DNS. Le protocole DHCP peut être configuré au niveau de ce qu'on appelle un serveur DHCP. Et un serveur DHCP, ça peut être soit un serveur de niveau 7, donc un PC par exemple, ou bien un routeur de niveau 3. Au niveau d'un commutateur, on ne peut pas configurer le protocole DHCP. Donc le commutateur par exemple du réseau local, de notre exemple, il ne peut pas servir de serveur DHCP. Parce que le protocole DHCP va manier ce qu'on appelle des adresses IP. Et comme le commutateur il est de niveau 2, il ne va pas comprendre cette notion d'adresse IP, etc. Et donc un serveur DHCP doit être un équipement de niveau 3 ou plus. Donc soit un routeur, soit un serveur. Le protocole DHCP utilise 2 ports. On avait vu par exemple pour le protocole Telnet et SSH. Bon, pour Telnet c'était 23, pour SSH c'était le numéro de port 22. Pour DHCP, il y a 2 ports qui sont utilisés. Et aussi au niveau de Telnet et SSH, on avait dit qu'on utilisait le protocole de transport TCP. Pour DHCP, on opte pour le protocole UDP, qui est un protocole non fiable et non connecté. Donc au niveau de l'attribution de la configuration réseau, il n'est pas nécessaire d'opter pour TCP qui est fiable et connecté. Déjà, il n'y a pas cette notion de connexion. On attribue une
configuration réseau à tout client qui demande justement cette configuration réseau. Pour DHCP, il y a deux ports justement. Donc le client va utiliser le port 67 et le serveur va utiliser le port 68. Donc par exemple, si un client va émettre un datagramme UDP, il va mettre numéro de port source 67 et il mettra numéro de port de destination 68 s'il veut joindre justement un serveur DHCP pour se faire attribuer une configuration réseau. Protocole DHCP fonctionne aussi bien au niveau de IPv4 qu'au niveau de IPv6. Lorsqu'on l'utilise avec IPv6, on a ce qu'on appelle le DHCP v6. Donc les notions de DHCP qu'on est en train de voir, ce sont des notions relatives à l'adressage IPv4. Pour DHCP v6, il y a certaines petites modifications. Il y a même le cas où la machine peut s'attribuer de manière automatique une adresse IP, chose qui n'existe pas au niveau de l'adressage IPv4. Alors maintenant on va détailler les étapes de la solution proposée. Donc la première étape consiste à ajouter un serveur DHCP physique au niveau du réseau local. Ensuite la deuxième étape consiste à configurer et activer le protocole DHCP au niveau de ce serveur DHCP physique. Donc on va modéliser notre serveur comme ceci. Donc ça peut être soit un routeur ou bien un serveur de niveau 7. Les PC maintenant s'appellent des clients DHCP. Donc le serveur DHCP, ça sera l'équipement qui va attribuer des configurations réseau de manière dynamique au client DHCP. Et donc forcément, le serveur DHCP doit posséder une adresse IP statique. Là c'est clair. Il ne doit pas avoir la case à cocher adressage dynamique cochée. Il doit avoir adressage statique et il doit avoir une adresse statique conforme à l'adressage utilisé au niveau du réseau local. Deuxième étape consiste à configurer le protocole DHCP au niveau de ce serveur. La première des choses, c'est la création de ce qu'on appelle un pool d'adresses IP nommé. Donc le pool, il va avoir un nom. Par exemple, pool qui se nomme réseau local, LAN, etc. On verra ça lorsqu'on va simuler le protocole DHCP au niveau du simulateur. Le pool consiste à spécifier la plage d'adresses à attribuer aux équipements sous forme d'une adresse réseau avec un masque. Par exemple, si je spécifie réseau 192.168.1.0 avec un masque /24, veut dire que ma plage d'adresse IP à attribuer, elle va aller de 1.1 jusqu'à 1.254. Et donc au niveau du pool en français c'est aussi une plage. Donc le pool ça sera l'ensemble des adresses qu'on peut attribuer. Et donc le pool il a aussi une taille. Par exemple de 1 jusqu'à 254, on aura 254 adresses IP au niveau de ce pool d'adresses. Et donc si un 255e PC désire avoir une adresse IP, le serveur bien sûr DHCP va répondre par faux. Donc il ne pourra pas lui attribuer une adresse de la plage. On va aussi spécifier au niveau du pool l'adresse de passerelle par défaut à attribuer à tous les équipements. On avait vu que la passerelle par défaut c'est un champ qui est unique pour tous les équipements du même réseau local. Même chose pour l'adresse du serveur DNS. Et on va aussi spécifier le bail, c'est-à-dire la durée de la configuration réseau. Donc on donne cette configuration réseau pour une certaine durée de temps. Par exemple, donc par défaut c'est toujours 24 heures ou bien 48 heures. Au bout des 48 heures, on va récupérer l'adresse IP et on va lui affecter une nouvelle adresse de la plage. Par exemple, s'il avait pris la 1.3, au bout de 24 heures, il va rendre l'adresse 1.3 au pool et il va maintenant demander une nouvelle adresse. Par exemple, s'il y a des PC avant lui qui ont demandé des adresses et la plage s'est arrêtée à 1.50, il aura, pour les prochaines 24 heures, l'adresse 1.51. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'adressage IP, c'est un adressage qui n'est pas fixe dans le temps, qui est logique et qui est fixe au niveau d'un intervalle de temps uniquement. Donc par exemple, si je me connecte aujourd'hui, j'ai une adresse IP. Demain, si je me connecte, j'aurai une nouvelle adresse IP. Si je me connecte et que mon bail n'a pas encore été écoulé, je peux par exemple me déconnecter. Je vais remettre l'adresse IP au pool. Et si je veux me reconnecter une deuxième fois, peut-être que je me verrai attribuer une nouvelle adresse IP. On spécifie aussi la plage d'adresse à ne pas utiliser au niveau du pool. Par exemple,
par exemple, si la passerelle c'est 1.254 et si DNS c'est aussi par exemple 1.250, si on a un serveur DNS interne. Donc, on ne devrait pas donner ou bien attribuer l'adresse IP 1.254 et 1.250 aux équipements du réseau local. Et donc, on va spécifier une plage à exclure, à ne pas attribuer au réseau local. Donc cette plage, ça va contenir l'adresse par exemple des serveurs qui sont statiques, si on a une imprimante au niveau du réseau, si on a un serveur d'authentification. Donc pour les serveurs, ils ont toujours des adresses statiques, on leur réserve une sous-plage, donc 10 adresses à ne pas toucher. Donc par exemple, on va exclure 1.250 jusqu'à 1.254 ou bien plus. Donc tout dépend ce qu'on a au niveau de notre réseau local. L'essentiel c'est que lorsqu'on configure le protocole DHCP, on a la main pour spécifier une sous-plage du pool à ne pas utiliser. Voilà. Et on la spécifie par première adresse jusqu'à dernière adresse. Donc 1.250 espace 1.254. Donc si on saisit la commande de ce style, le serveur va comprendre que 250, 251, 252 et 254 ne sont pas des adresses à attribuer aux équipements qui désirent avoir une configuration réseau dynamique. On va maintenant détailler le fonctionnement du protocole DHCP. Donc on peut se poser la question, comment ce PC va recevoir sa configuration réseau par un serveur DHCP. Donc il y a forcément des messages système qui vont s'échanger entre le client et le serveur. Donc on prend ce cas de figure où on a un PC qui est un client DHCP et on a un serveur DHCP. Donc on suppose que ce serveur fait partie du réseau local et on suppose aussi que le protocole DHCP a été configuré à son niveau. Si on regarde ici, on a les informations concernant le pool DHCP. Donc on a le réseau 1.0 avec un masque /24. On a les adresses exclues de 1.251 jusqu'à 1.254. Donc notre plage d'adresse va varier de 1.1 jusqu'à 1.250. Donc on a 250 adresses IP à attribuer au maximum aux équipements du réseau local. Et on a l'adresse de passerelle par défaut, c'est le 1.254 et le 4x8 pour le serveur DNS. Donc là, le protocole DHCP est configuré au niveau du serveur et on suppose que ce PC veut se voir attribuer une configuration réseau de manière dynamique ou bien automatique. Donc il dit par exemple, je ne possède pas de configuration réseau. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'il puisse avoir une configuration réseau? Il va cocher adressage dynamique. Donc dans la réalité c'est écrit DHCP, c'est pas écrit adressage dynamique. Quand je coche la case adressage dynamique, il y a le réveil justement du protocole DHCP. Donc moi quand je clique, il y a certains messages qui vont s'échanger entre le client et le serveur. Donc après un certain laps de temps, il y aura l'affichage de l'adresse IP, du masque, de la passerelle et du serveur au niveau des formulaires et les formulaires seraient grisés. Donc nous, au niveau de ce slide, on va expliquer justement qu'est-ce qui se passe au niveau de ce laps de temps. Quels sont les messages qui sont échangés entre le client et le serveur. Alors, le client, dès qu'on coche à son niveau adressage dynamique, il va chercher un serveur DHCP disponible au niveau de son réseau local. Du moment qu'il cherche un serveur au niveau du réseau local, forcément, il va envoyer un message de diffusion. Il va envoyer ce qu'on appelle un DHCP Discover. Un DHCP Discover, c'est un message DHCP. Donc, du moment que le protocole DHCP utilise le protocole de transport UDP, donc ça sera un datagramme UDP de diffusion qui va justement rechercher un serveur DHCP. Donc le PC va formuler un datagramme UDP où il mettra comme adresse MAC de destination l'adresse MAC de diffusion. Il mettra l'adresse IP aussi de diffusion totale. Pourquoi? Parce que à son niveau, il ne possède pas d'adresse IP. Donc au niveau de l'adresse IP source, il va mettre 4x0. Adresse de destination, là il ne peut pas mettre l'adresse de diffusion d'un réseau, celle où on a partie réseau plus tous les bits de la partie machine égaux à 1, là il n'a même pas de partie machine, il n'a même pas de masque, il n'a rien du tout, il a ses formulaires qui sont vides, donc il doit opter pour une diffusion locale. 4x255, ça sert à diffuser au niveau du réseau local lorsqu'on ne connaît pas
l'adresse IP source. Et lorsqu'on n'a pas d'adresse IP source justement, c'est comme dans le cas d'un client DHCP qui cherche un serveur DHCP disponible. Qu'est-ce qu'il va mettre comme numéro de port de destination? Il va mettre le numéro de port où écoutent les serveurs DHCP. Donc c'est 67. On s'est trompé, je pense, au niveau du slide précédent. Donc ce n'est pas 68. Donc 67 pour le serveur et 68 pour le client. C'est pas méchant. Alors, il va mettre ce numéro de port. Et numéro de port source, il va mettre bien sûr 68. Donc ce datagramme va parcourir tout le réseau. Et s'il y a un serveur DHCP activé, il est sûrement à l'écoute au niveau du port 67. Et du moment que c'est des adresses de diffusion aussi bien au niveau physique que logique, donc forcément le serveur va recevoir ce datagramme IP. Donc il y a le serveur ici qui est présent au niveau du réseau local, il va lui répondre, il lui dit « Je suis un serveur DHCP disponible ». Qu'est-ce qu'il fera? Il va lui envoyer un datagramme UDP qu'on appelle un DHCP offer, il va lui faire une offre de configuration réseau. Il va formuler un datagramme UDP où il mettra l'adresse MAC de PC1 parce qu'il la connaît, parce qu'il a reçu par la trame précédente. Il va mettre l'adresse IP réseau 1.255 parce qu'il a justement ce pool. Et parce que si par exemple c'était un routeur, au niveau de son interface, il aura l'adresse de la passerelle lui-même. Et il mettra comme numéro de port de destination le port au niveau duquel les clients DHCP écoutent, qui est le 68. Et au niveau du message DHCP, au niveau du datagramme, donc le champ de données, il va lui envoyer la configuration suivante. Il lui dit, je te propose la configuration suivante. Donc il lui propose l'adresse 1.1/24, parce que c'est le premier qui demande une adresse IP au serveur. Il lui dit que ta passerelle serait 1.254, et ton adresse de serveur DNS serait l'adresse DNS de Google. Parce que le pool a été configuré ainsi. On ne peut pas changer l'adresse de passerelle et l'adresse du serveur DNS. Et donc, pour un administrateur réseau, il est impératif de configurer correctement le pool, sinon tout l'adressage serait erroné au niveau du réseau local. Parce que les terminaux à leur niveau ne pourraient pas changer les champs passerelle par défaut et adresse du serveur DNS. Ce que permet aussi le protocole DNS, et ça permet qu'il n'y ait aucun conflit d'adresse IP. Dès que j'alloue l'adresse 1.1, c'est bon, je fais en sorte qu'elle a été attribuée à PC1. Si un autre PC va me demander une adresse, je ne lui donnerai jamais le 1.1, je vais lui donner l'adresse de la place, donc la suivante qui est là, l'adresse 1.2. Alors, notre PC a reçu la configuration réseau et il lui dit ok, je la prends. Je prends cette configuration réseau. Il va lui envoyer ce qu'on appelle un DHCP request. Pourquoi on va envoyer un DHCP request? Et surtout, avec ce qu'on appelle aussi une trame de diffusion. Là, on peut se poser la question. On va se dire que le client, du moment qu'il a reçu une trame de la part du serveur, il est censé connaître l'adresse MAC du serveur. Néanmoins, il se peut qu'il y ait plusieurs serveurs DHCP au niveau du réseau local. Et donc, si au niveau du DHCP Discover, il y a plusieurs serveurs qui ont reçu mon datagramme, il y aurait forcément plusieurs serveurs actifs qui auraient répondu par des DHCP offer. Donc le PC peut recevoir plus d'un DHCP offer. Et donc, il a le choix entre les différentes configurations réseau qui lui sont envoyées. S'il répond à quelqu'un, il doit répondre de manière à ce que tout le monde sache qu'il a opté pour un des serveurs du réseau local. Par exemple, maintenant, supposons qu'il y a d'autres serveurs qui ont envoyé à PC1 et notre PC a renvoyé à ce serveur. Il va renvoyer en diffusion, donc les autres serveurs vont recevoir le DHCP request pour être justement informés que c'est ce serveur qui a été choisi comme serveur DHCP de ce PC. Et donc la configuration réseau qui a été attribuée au niveau des DHCP offer des autres serveurs des DHCP, on va pas les utiliser si on veut. Donc la 1.1, par exemple, un autre serveur a proposé 1.1, si on veut, il va la remettre au niveau de sa plage pour dire qu'elle est de nouveau disponible pour un autre client. Alors, on envoie le DHCP request avec numéro de port de destination 67. À noter que le client DHCP jusqu'à présent ne possède pas encore de configuration réseau. Au niveau du request, il a juste dit oui, il a dit qu'il accepte la configuration offerte par ce serveur.
Le serveur lui répond par parfait, ok. Il va enlever cette adresse de sa plage, il ne va plus l'attribuer à d'autres PC ou bien équipements qui désirent avoir une configuration réseau automatique. Et là, le serveur va envoyer un DHCP acquittement, toujours avec adresse MAC et IP de diffusion pour justement informer aussi les autres que PC1 a pris l'adresse 1.1 au niveau du réseau. Numéro de port 66, bien sûr, c'est le port où écoutent les clients. Dès que le client DHCP reçoit cet acquittement, au niveau de son formulaire, il y aura le remplissage qui va se faire. Voilà. Donc 1.1, 3 x 255.0, 1.254, 4 x 8, c'est exactement la configuration réseau envoyée par le serveur au niveau du DHCP offer, ici. Et donc, dès que je reçois le DHCP ACK, je remplis mes formulaires. Et là, le PC se voit avoir une configuration réseau dynamique. Bien sûr, ça dépend le bail qui a été configuré au niveau du pool. Si c'est 24 heures, donc cette configuration va durer 24 heures et donc on devra faire une nouvelle demande DHCP, etc. Donc voilà la configuration réseau attribuée à PC1 de manière dynamique par le serveur DHCP. Voilà, voici le pool du serveur DHCP qui a été configuré au préalable pour qu'il puisse justement être un serveur DHCP au niveau du réseau local. Donc, si le protocole DHCP n'est pas configuré au niveau du serveur, donc si on envoie un DHCP request, un DHCP discover, on ne pourra pas répondre parce qu'on n'est pas serveur DHCP. Donc, on a vu la configuration de manière théorique. On avait dit qu'il faut créer un pool, spécifier la plage d'adresse, le masque, l'adresse de passerelle, l'adresse du serveur DNS, les adresses IP à exclure, etc. Au niveau d'un serveur de niveau 7, cette configuration se fait de manière graphique. Donc on a, par exemple, au niveau des services du serveur, le service DHCP, il y a un bouton à cocher pour dire que c'est on va l'activer. On va nommer le pool au niveau d'un formulaire, l'adressage, donc toutes les informations concernant le pool, on va les saisir de manière graphique. Pour un routeur qui est de niveau 3, ça se configure de la même façon, donc on crée un pool, etc., donc les mêmes étapes, sauf qu'on va les faire en ligne de commande. On va saisir pour chaque paramètre une commande pour créer un pool, une commande pour spécifier le réseau, une commande pour spécifier l'adresse de passerelle, une commande pour spécifier l'adresse du serveur DNS et une commande pour spécifier les adresses IP à exclure. Donc toutes ces informations, on va les configurer à l'aide de commandes iOS. Et donc ici, si on a un PC avec un routeur, là on suppose qu'il y a un PC ou bien un terminal de configuration, il suffit de le brancher en console au routeur. Et si on configure le routeur comme étant, si on configure le protocole DHCP au niveau du routeur, notre routeur devient un serveur DHCP. Il va être en mesure de délivrer et d'attribuer des configurations réseau aux équipements qui souhaitent justement avoir une configuration réseau. Donc si on ne coche pas la case adressage dynamique ou bien DHCP, on n'aura pas d'adresse IP et masque, etc. Donc il suffit de cocher pour lancer le processus DHCP. Donc là on présente le routeur de la salle de TP. C'est un routeur Cisco 1841, on a eu l'occasion de le voir au niveau des vidéos précédentes. Il est disponible au niveau des deux salles de TP 122 et 126. Il possède deux interfaces Fast Ethernet, donc il peut au maximum relier ou interconnecter deux réseaux locaux entre eux. Et c'est via ce port console qu'on va insérer le câble console pour justement entrer au niveau de hyperterminal, au niveau de l'équipement de configuration et accéder à l'interface en ligne de commande pour justement saisir toutes les commandes nécessaires pour faire en sorte que ce routeur se transforme en un serveur DHCP. Alors là, on va parler des commandes. Donc, IP DHCP pool, nom du pool. On avait dit que le pool, il est nommé. Au niveau, en mode de configuration du terminal. Donc, cette commande va permettre de créer un pool DHCP. Lorsqu'on tape cette commande, config se transforme en DHCP config. Donc, on rentre en mode de configuration du protocole DHCP. On avait vu au niveau de la vidéo, par exemple, où on présentait le Cisco iOS, on avait évoqué
l'utilisateur privilégié, le mode d'utilisateur privilégié le supérieur, le mode d'utilisateur simple supérieur, mode d'utilisateur privilégié dièse, configuration du terminal, config if, config line. On avait parlé que de ça. On avait dit au fur et à mesure des TP, on va apprendre de nouveaux modes de configuration. Et aujourd'hui, on apprend que DHCP se configure au niveau du mode de configuration du protocole DHCP. Donc c'est DHCP-du6 config dièse. Donc là, le pool est créé. Maintenant, on va attribuer le réseau local. Donc network adresse IP réseau mask. Donc on va spécifier la plage d'adresse au complet. Donc si je saisis network 192.168.1.0 avec mask 3 x 255.0, veut dire que toutes les adresses à attribuer, elles vont aller de 1.1 jusqu'à 1.254. Prochaine commande, elle permet de définir l'adresse de la passerelle par défaut. Donc, default router, adresse IP de la passerelle, donc c'est l'adresse IP de l'interface du routeur. Alors, petite remarque, c'est pas parce que le routeur est configuré comme étant un serveur DHCP qu'automatiquement l'adresse IP de la passerelle doit être l'adresse IP de l'interface du routeur qui est relié physiquement au réseau local. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait plusieurs routeurs reliés au réseau local pour former ce qu'on appelle un réseau à accès multiple. Et donc, il se peut qu'on opte par exemple pour une sortie du réseau via un autre routeur. Et donc là, on va saisir l'adresse IP de la passerelle. Donc, il faut, si on veut faire la différence entre passerelle et commande default router. C'est pas parce que c'est le routeur qui est serveur DHCP local qu'on doit mettre l'adresse IP de l'interface du routeur qui est connecté physiquement au réseau local. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Même chose pour le serveur DNS, donc l'adresse du serveur DNS, adresse IP du serveur, donc DNS serveur, adresse IP du serveur DNS. Donc 4x8 par exemple, si c'est un serveur externe, celui de Google. Si on a un serveur interne, on saisit bien sûr son adresse IP. Et là, c'est le byte, donc lis en nombre de jours. Si je mets lis 2, veut dire que la durée maximale de la configuration réseau, elle sera présente au niveau de l'équipement terminal pour une durée maximale de 2 jours. Et là, donc on va faire un exit bien sûr pour sortir du mode de configuration DHCP. Et au niveau du mode de configuration du terminal, donc config, on tape la commande IP DHCP excluded address, première adresse, dernière adresse. Donc ça sera les adresses à exclure du pool. Donc si par exemple je veux que mon pool s'arrête à 250, je vais mettre IP DHCP excluded address 1.251 espace 1.254 pour dire que 1.251, 52, 53 et 54, elles sont exclues. Elles ne doivent pas être attribuées à des équipements terminaux. On avait dit que c'est lorsqu'il s'agit des adresses de serveurs ou bien d'équipements qui doivent posséder des adresses IP statiques, comme le cas d'imprimantes aussi. On passe maintenant aux commandes à saisir au niveau de l'équipement terminal. Donc on peut le faire soit en mode graphique, en cochant les cases DHCP, etc. Sinon, il y a des commandes à saisir au niveau de l'invite de commande de Windows. Donc déjà, ipconfig, on l'a déjà vu, ça permet d'afficher les caractéristiques de la carte réseau en cours, notamment l'adresse IP, l'adresse MAC, le masque, l'adresse de passerelle, etc. Donc si, bien sûr, elles ont été configurées. Il y a ipconfig/all, donc slash et all c'est collé, ça permet d'afficher les caractéristiques de toutes les cartes réseau et en détail. Pour ipconfig/release, ça permet de supprimer une adresse IP saisie attribuée par le protocole DHCP. Donc j'ai une adresse, si je mets un release, j'aurai au niveau de ma carte réseau actuelle, au niveau de laquelle je suis en train de taper, j'aurai l'adresse IP, le masque, la passerelle et le DNS vidés. Donc les formulaires seraient vidés. Si je veux avoir une nouvelle adresse, je vais mettre un /renew pour pouvoir demander à un serveur DHCP local de m'attribuer une nouvelle fois une configuration réseau. Et il y a aussi cette commande, donc ipconfig, adresse IP, masque et adresse de passerelle au choix, donc c'est pas un champ obligatoire, ça permet de saisir de manière statique une configuration réseau. Donc au niveau de Packet Tracer, on avait vu que pour attribuer une adresse IP
à un équipement terminal, il fallait cliquer sur l'équipement terminal, aller à Desktop, ensuite aller à IP Configuration et remplir les formulaires. Donc cette commande permet aussi de résumer ce qu'on tape au niveau des formulaires. Si je tape ipconfig, une adresse IP, un masque et une adresse de passerelle, c'est comme si que j'ai saisi les informations au niveau des 3 champs, au niveau des 3 formulaires de IP configuration de Desktop. Donc ça c'est en plus, on va essayer de les tester demain. Il y a aussi des commandes de vérification. Donc là, c'est pas des commandes qui permettent de configurer et activer le protocole DHCP. Ça permet de vérifier l'état du serveur DHCP, des informations concernant la configuration qu'on a apportée au niveau du routeur concernant le protocole DHCP, etc. Donc en mode utilisateur privilégié, on tape la commande show IP DHCP binding. C'est une commande qui permet de voir l'état des adresses IP attribuées aux équipements terminaux, bien sûr. Donc ça c'est au niveau d'un routeur configuré comme étant un serveur DHCP. Donc show IP DHCP pool, ça permet de voir toutes les informations relatives à tous les pools créés au niveau du routeur. À noter qu'on peut créer plusieurs pools, on verra ça par la suite. Si on saisit la commande show IP DHCP pool avec un nom de pool, on va spécifier ou bien afficher les informations concernant ce pool précis, pas tous les pools créés au niveau du routeur. Show IP DHCP conflicts, ça permet d'afficher les conflits DHCP qui peuvent apparaître. Debug IP DHCP server events, ça permet justement de débugger dans le cas de conflits. Ça permet aussi d'afficher les messages système ou bien les messages DHCP qu'on est en train de recevoir pour justement essayer de comprendre où est le problème. On peut aussi activer le mode de simulation au niveau du simulateur pour pouvoir débugger. Mais dans le monde réel, du moment qu'on n'a pas l'onglet simulation, on peut taper par exemple set debug, puis faire un undebug pour arrêter le débogage. Show DHCP lease, ça permet d'afficher les adresses IP louées. On passe maintenant à certaines petites remarques concernant la configuration du protocole DHCP au niveau d'un routeur sous Cisco. Donc supposons qu'on a 2 réseaux locaux différents, avec 2 réseaux logiques bien sûr différents, donc par exemple 1.0/24 et 2.0/24, on peut créer plusieurs pools au niveau du serveur DHCP. Donc autant de pools que de réseaux interconnectés. Si par exemple là on a un routeur qui va faire office d'un serveur DHCP, on va créer au niveau de ce serveur DHCP 2 pools. Un pool pour le réseau local 1 et un pool pour le réseau local 2. Donc 2 LAN implique création de 2 pools. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que au niveau de ce routeur par exemple, il y aura la configuration des interfaces, des adresses IP au niveau des interfaces. Donc là par exemple je vais configurer 1.254. Là je vais configurer 2.254. Je crée mes 2 pools. Vous pouvez vous poser la question par exemple si ce PC demande une adresse IP, on peut se dire quelle est l'adresse de quel pool qui va m'être attribué. Est-ce que le routeur va m'attribuer le 2.0, le pool 2.0 ou le pool 1.0? Il va se rendre compte justement au niveau de l'interface configurée. Si j'ai configuré 1.254, c'est clair qu'il va me fournir une adresse du pool 1.254. Si je crée un pool différent de l'adresse IP de l'interface, c'est-à-dire une partie réseau de l'adresse IP, une partie réseau de l'adresse IP de l'interface qui ne partage pas la même partie réseau de l'adresse du pool, là il y aura erreur. Donc, pour que le serveur DHCP fasse la différence entre les différents pools, tout dépend les PC qui sont en train de demander ils viennent de quel réseau local, il fera la différence grâce à l'adresse IP configurée au niveau de ces interfaces. Jusqu'à présent, on avait évoqué le fait qu'un serveur DHCP doit se trouver au niveau du réseau local pour que ça marche. Et aussi pourquoi? Parce que lors de l'échange entre le client et le serveur, on est en train d'envoyer des trames de diffusion. Et les trames de diffusion ne sortent pas du routeur. Par exemple, si on a ce cas de figure, donc on a un serveur DHCP qui est ici, donc qui est hors réseau local. Donc il ne se trouve pas au niveau du réseau local LAN 1 ou bien LAN 2. Donc on peut se poser la question, comment ce serveur DHCP pourra fournir les adresses IP aux équipements qui ne sont pas au niveau du même réseau local que lui. Donc si le serveur DHCP ne se trouve pas au niveau du même réseau local que ses clients, il faut configurer ce qu'on appelle
un agent relais DHCP, que voici. L'agent relais DHCP, donc c'est lui qui va recevoir, donc si par exemple ce PC va cocher la case DHCP ou bien adressage dynamique, il va envoyer une trame UDP, une trame Ethernet avec paquet IP, dedans encapsulé un datagramme UDP qui va être diffusé au niveau du réseau local à la recherche d'un serveur DHCP. Ce routeur, lorsqu'il va recevoir cette trame de diffusion, il va l'arrêter à son niveau. Il ne va pas la transférer par exemple au réseau local 2 ou bien au serveur DHCP. Donc pour ce faire, il faut insérer des commandes au niveau des interfaces des deux réseaux locaux où les clients peuvent envoyer des demandes ou bien des DHCP Discover. Donc il faut configurer au niveau du routeur agent relais, au niveau de l'interface comme celle-ci, je vais saisir IP Helper Address, adresse IP du serveur DHCP. Cette commande va permettre de transférer les diffusions reçues par l'agent relais au vrai serveur DHCP. Donc la diffusion que va envoyer le PC, elle va être transmise au serveur DHCP, donc au niveau du réseau local où se trouve le serveur. Et donc c'est grâce à cet agent relais que le serveur DHCP pourra attribuer une configuration réseau aux équipements de réseaux locaux qui ne se trouvent pas au niveau du réseau local où se trouve le serveur DHCP. Pour cette commande, au niveau de cet exemple, bien sûr, il faut la saisir deux fois. Donc aussi bien au niveau de cette interface que de cette interface. Donc IP Helper, Address, adresse IP du serveur, on va bien sûr saisir l'adresse IP de cette interface dans le cas d'un routeur. Si c'était un serveur de niveau 7, on va saisir son adresse IP, l'adresse IP de son interface. Voilà donc pour la présentation du protocole DHCP. Donc pour résumer, le protocole DHCP est un protocole applicatif qui permet d'attribuer une configuration réseau complète à un client DHCP et de manière automatique ou bien dynamique. Donc le client n'a plus à saisir les informations concernant sa carte réseau, son adresse, son masque, sa passerelle, etc. Donc il n'a juste à cocher la case adressage dynamique et puis il y a l'échange des messages DHCP entre le client et le serveur pour se voir attribuer une configuration réseau dynamique. On verra demain la simulation du protocole DHCP au niveau du simulateur Packet Tracer.